défilé en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale dans les milieux d'extrême droite qui seraient à l'origine de plusieurs attentats anti-américains et peut-être aussi de certains attentats antisémites à Paris. Les conflits sociaux dans l'automobile, journée décisive demain, aussi bien à Aulnay qu'à Flins, le ministre du Travail lance un appel au calme. Élections meurtrières en Inde, en Assam, au moins 1 millier de morts en 3 jours. Le cinéma en travesti, dans son nouveau film Tootsie, l'acteur américain Dustin Hoffman joue à l'actrice. Madame, Monsieur, bonsoir. 200 000 spectateurs, 1000 concurrents au départ, sur les quelques 3700 qui voulaient s'engager. L'enduro du Touquet, comme chaque année, a donné aujourd'hui son lot d'émotions, de sable et de spectacles aux amateurs de la moto tout-terrain, une épreuve toujours condamnée par les écologistes, mais au moins sans accident cette année. L'an dernier, vous vous en souvenez, une spectatrice avait été tuée. Cette fois-ci, les organisateurs avaient renforcé la sécurité tout au long de l'anneau de 16 km autour du Touquet. Et pour la deuxième fois consécutive, c'est le néerlandais Kees van der Velde qui a remporté l'épreuve. Henri Bodigel. Pour le motard de tous les jours, c'est évidemment l'événement de la journée, mais pour une partie des concurrents, c'est assurément l'événement de leur année. Car ils étaient plus de 1000 à prendre ce matin le départ du 9e enduro du Touquet. Encore faut-il préciser que 4000 demandes d'engagement avaient été reçues par l'organisation et qu'il a fallu refuser environ 300 concurrents hier au cours des vérifications. Plus de 1000 machines au départ d'une épreuve, c'est pour le moins exceptionnel, c'est même du jamais vu, sauf au Touquet, et les Américains, même les Américains, se laissent impressionner par les dimensions de l'épreuve. L'enduro du Touquet, c'est avant tout cette image d'un millier de motards en cavale sur une plage, jusqu'à l'inévitable bouchon avant de se lancer à travers dunes. Le parcours de cette année a pourtant été modifié et raccourci, 16 km au lieu de 20. Il a été modifié pour échapper aux critiques des écologistes qui reprochaient à l'épreuve de dégrader les dunes. Désormais, le parcours n'aura plus pour vocation que d'accueillir les promenades à cheval et bien sûr l'enduro. Cependant, et malgré les modifications dont il a fait l'objet, le parcours a conservé tout son caractère, 16 km de sable, de bosses, de tremplins et de virages serrés, le tout dans un froid vif et sous un soleil frileux. Il est bien certain aussi qu'ils ne sont pas 1000 venus pour gagner. Nombreux sont ceux qui sont venus, qui ont vu et qui seront fiers de pouvoir dire qu'ils y étaient. Ils ne sont en fait qu'une cinquantaine, capables de l'emporter, et parmi eux des étrangers ou des Français, Drobeck, Bakou, Neveu, Lallet, Van de Ven ou Hubert Auriol, vainqueur du Paris-Dakar. Beaucoup de concurrents de toute façon n'ont pour objectif que d'effectuer un seul tour, normal du reste pour un enduro qui est surtout la spécialité des gens du motocross. De toute façon, il est déjà remarquable, sinon étonnant, de voir autant de gens connus prendre le départ d'une épreuve qui ne compte pour aucun championnat et qui, par conséquent, ne peut rapporter aucun point pour la suite de la saison. Dans tout cela, c'est le Hollandais Kees van de Ven sur KTM, déjà vainqueur l'an dernier, qui l'a emporté. Le voici devant le Suédois Karlqvist, troisième le Français Gilles Lallet, également sur KTM. L'affaire est à manier avec précaution, même si les sources d'information allemandes sont plus catégoriques que les sources françaises que nous avons pu consulter. 2 hommes, 2 Allemands ont été arrêtés ces jours derniers en Grande-Bretagne et transférés aujourd'hui à Londres. Leur extradition est demandée par Bonn, qui les soupçonne d'appartenir au principal mouvement néo-nazi, le groupe Hoffmann. Des policiers français doivent se rendre à Londres demain pour les interroger, car il semble bien que l'un d'eux, au moins, Walter Kexel, aurait séjourné à Paris l'an dernier. A-t-il été mêlé ou non à l'attentat de la rue des Rosiers? C'est ce qu'affirmait hier un journal allemand tout à fait sérieux, Die Welt. À Paris, on est beaucoup plus circonspect. Dominique Thiers. Lundi 9 août 1982, il est 13h10 environ, l'heure du déjeuner, lorsque 4 hommes arrivent devant le restaurant Goldenberg rue des Rosiers. À 13h15, un des hommes lance un explosif à l'intérieur du restaurant. Les autres, munis d'armes automatiques, ouvrent le feu. 6 personnes sont tuées, 22 autres blessées. Le commando s'enfuit à pied, tirant sur tout ce qui bouge. Derrière eux, c'est le carnage. Une semaine après l'attentat, la police retrouve au bois de Boulogne des armes qui, selon Gaston Defer, ont été utilisées lors de l'attentat de la rue des Rosiers. Ce sont des pistolets mitrailleurs VZ-63 de fabrication polonaise.
Les policiers sont formels, ce type d'arme a été utilisé au moins dans 2 autres attentats antisémites, à Vienne le 29 août 82, à Londres le 3 juin 82. Les enquêteurs annoncent que la piste la plus plausible est celle du groupe dissident palestinien Abu Nidal. Grâce aux descriptions des témoins de l'attentat de la rue des Rosiers, 4 portraits robots sont établis. Distribués aux différents services de police européennes, un portrait retient l'attention des Allemands. C'est celui de cet homme qui ressemble à Walter Kexel. Walter Kexel serait-il impliqué dans la tuerie antisémite de la rue des Rosiers? Un journal allemand, Die Welt, accrédite cette thèse. La police française, pour sa part, en doute. Aucun témoin de l'attentat ne l'aurait formellement reconnu. Kexel, arrêté vendredi à Poole, en Grande-Bretagne, est un activiste d'extrême droite. Il appartient au mouvement socialiste populaire d'Allemagne, le VSBD. Un mouvement proche du groupe Hans Hofmann, dont le chef, Hans Hofmann, est en prison, inculpé pour le double assassinat d'un éditeur juif et de sa femme. Ces hommes s'entraînent dans les forêts bavaroises, ils se présentent comme un nouveau Führer, et l'un de ces émules signe, le 30 septembre 80, l'attentat à la fête de la bière de Munich. En tout cas, les 5 extrémistes de droite ouest-allemands arrêtés ces derniers jours en Allemagne et en Grande-Bretagne auraient été mêlés à la 60aine d'attentats anti-américains qui ont été commis l'an dernier en Allemagne. L'actualité en France respecte la trêve dominicale, sauf en politique, bien sûr, nous le verrons. Mais arrêtons-nous d'abord sur un chiffre qui permet de photographier l'état de l'épargne. En effet, en janvier, 300 000 nouveaux livrets d'épargne populaire ont été délivrés. Et sur ces livrets roses, les dépôts ont augmenté de 70%. En fait, il ne s'agit pas d'une augmentation globale de l'épargne en France, mais plutôt d'un transfert d'une forme d'épargne à une autre. Philippe Sassier. D'une façon générale, il n'y a pas de boom de l'épargne. Les Français n'ont pas déposé davantage d'argent sur leur livret de caisse d'épargne en janvier 1983 par rapport à janvier 1982. Et même d'après les premières indications que l'on peut avoir, l'épargne reste médiocre et les dépôts auraient tendance à légèrement diminuer. Ce qui fait que le gouvernement, dans les mois qui viennent, va probablement lancer un certain nombre de mesures pour ramener davantage d'épargne à la fois vers les caisses d'épargne et vers l'industrie. Alors, comment expliquer ce boom du livret rose? Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que le plafond des dépôts sur le livret rose a été porté il y a environ un mois à 20 000 francs. Il y a donc eu des transferts, c'est-à-dire que des épargnants ont retiré de l'argent d'autres livrets pour le mettre sur ce livret d'épargne populaire. Ensuite, beaucoup d'épargnants s'attendent à ce que les taux d'épargne diminuent sur l'ensemble des livrets, alors que le livret rose offre une parfaite protection contre l'inflation, c'est-à-dire que son taux d'intérêt suit exactement l'évolution du coût de la vie. Enfin, il y a la publicité qui a été faite sur le livret rose. Vous savez bien, il y a eu Dallas notamment, et bien évidemment, une certaine clientèle a été intéressée par ce livret rose. Quoi qu'il en soit, il est très difficile actuellement de faire le point sur l'évolution de l'épargne tout au long de l'année 1983. À Aulnay comme à Flins, la journée de demain promet d'être décisive dans l'évolution des 2 conflits qui continuent d'empoisonner le secteur automobile, chez Citroën et chez Renault, même si dans les 2 cas, le licenciement de certains délégués syndicaux décidés par les directions obéit à des motifs différents, et si jusqu'ici la CFDT et la CGT n'ont pas réagi de même manière, les 2 conflits maintenant paraissent liés dans la même escalade. Guy Schwartz. Ici, sur ce parking de l'usine Citroën à Aulnay, se tiendra demain à partir de 14h30 un rassemblement qui marquera peut-être un nouveau pas dans l'escalade des conflits qui ont commencé il y a maintenant près de 2 mois dans l'industrie automobile. La CGT aura en effet appelé quelques minutes plus tôt les ouvriers de l'équipe du matin à faire rentrer leurs 8 camarades licenciés. À partir de là, on peut envisager 2 hypothèses. Première hypothèse, la direction s'oppose physiquement à l'entrée de ses ouvriers. Mais dans ce cas, on n'ose pas imaginer l'engrenage dans lequel le conflit serait engagé. Reste la 2e hypothèse, moins pessimiste, la direction ne s'oppose pas physiquement à l'entrée des ouvriers licenciés et les affrontements sont évités. Mais alors, il n'est pas exclu que la maîtrise déclenche à son tour une grève pour protester contre cette intrusion, avec de nouveau des risques certains d'affrontement. On se montrera peut-être surpris de voir la CGT, qui avait tenté d'apaiser les esprits pendant toute la semaine, prendre de tels risques. Mais il faut savoir d'abord que la base ne pense pas forcément comme les états-majors. Et surtout,
qu'il se produit ce qu'on appelle l'effet miroir avec l'usine Renault de Flins. À Flins, en effet, et pour demain également, la CFDT cette fois a appelé à une grève illimitée pour protester contre le licenciement de 3 de ses délégués. La CGT de Citroën pouvait donc difficilement éviter de hausser le ton si elle ne voulait pas apparaître en retrait sur sa rivale. Dernier élément qui complique un peu la situation, le rassemblement qui se tiendra demain ici aura le soutien des organisations politiques de gauche, le PS, le PC, le PSU et le MRG. Ce qui ne manque pas de surprendre à 15 jours des élections municipales. Et ce soir, le ministre du Travail, Jean Auroux, lance un appel au calme en insistant sur le sens de la responsabilité des partis en présence et en rappelant les difficultés que traverse l'industrie automobile française. Le ministre ne dit mot des licenciements. L'actualité politique, c'est bien sûr essentiellement la campagne des municipales qui l'alimente ce soir. Alors faisons d'abord la revue des petites phrases. Au Club de la Presse d'Europe 1, Pierre Messmer, ancien Premier ministre de Georges Pompidou, a estimé ce soir que toutes les élections sont politiques, même si tous les premiers ministres et tous les gouvernements expliquent traditionnellement que les municipales ne le sont pas. Le président du RPR, Jacques Chirac, clôturant aujourd'hui la Convention nationale des clubs Avenir et Liberté, se demande si la majorité ne cherche pas à substituer la notion de légitimité sociale à la légitimité politique. Le programme de M. Chirac propose des mesures qui créeraient immédiatement 1 million de chômeurs de plus. C'est ce qu'affirmait tout à l'heure à RTL le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Lajoigny. L'opposition a fait de la boxe, elle doit maintenant faire du judo, a déclaré de son côté à Radio Monte-Carlo le secrétaire général du Parti républicain, François Léotard. Ni boxe ni judo, mais du sport quand même à Bordeaux, où nous entraînent ce soir Martine Gilson et Patrice Destrade dans la série de nos reportages sur certaines villes clés. Bordeaux, où le ministre de la Consommation, Catherine Lalumière, essaie de déloger de la mairie celui qui l'occupe sans discontinuer depuis 35 ans, Jacques Chaban-Delmas. Tiens, je me demandais ce qui m'éblouissait. Et encore heureux que je prenais sans doute 2 à 2, parce que là, j'aurais pas fait sérieux. Jacques Chaban-Delmas, 68 ans ou presque, maire de Bordeaux depuis 35 ans. Ne nous cassons pas la gueule. Comment ça va? Ça va la forme? Toujours en forme. Ça marche? Toujours en forme. Ça va pas mal. Adieu. Allez, sois bien, sois heureux. Et je veux heureux qu'il avec moi. C'est vieux, tout ça. On votera pour vous quand même, là. Catherine Lalumière, 47 ans, ministre de la Consommation. Elle brigue cette année l'empire de Chaban. De tempérament, de style de campagne, de clientèle. Pour le ministre de la Consommation, avouez que c'est formidable. Ça, c'est bien. Oh, mais ça, c'est un secteur qui marche bien. Oui, ça va très bien. Cher grand-maître, grand merci à la bande des câbles qui sont 5. Et c'est un vrai bonheur d'être réunis ici, parce que c'est tout le passé de Bordeaux qui revit. C'est son présent qui s'exprime, et c'est son avenir que nous allons capturer. Ah! À l'assurance de Chaban, confortablement installée dans son fauteuil de maire, Catherine Lalumière préfère le terrain et les meetings. L'union qui a été faite ici à Bordeaux l'est sur des bases saines, sur la responsabilité de toutes nos formations politiques. Nous sommes prêts pour le combat et nous sommes prêts pour le mener dans l'immédiat et dans l'avenir. Du côté du maire de Bordeaux, bien sûr, les courtiers en vin. Sous les chais que vous voyez là, repose toute la fortune de Bordeaux, le vin. Et, au bout de ces marges du 18e, ceux qui ont fait Chaban, les Chartrons. Ils l'ont installé, et 35 ans plus tard, le soutiennent toujours. Chaban-Delmas est populaire à Bordeaux, dans tous les milieux, y compris dans les milieux les plus populaires. Le milieu bordelais en général, le milieu de la bourgeoisie moyenne, a été, au fond, il n'y a pas eu, il y avait un consensus
générale et tout le monde a compris que c'était une chance pour Bordeaux. Il n'y a pas eu un calcul, mais il y avait d'autres hommes à Bordeaux qui étaient peut-être capables, mais chacun a compris que c'était lui le plus capable, après la libération et dans cette nouvelle ère que connaissait la France, de redresser une situation à Bordeaux qui, sur le plan économique, était déjà difficile. Vous êtes à la Bastide, un quartier populaire de Bordeaux. Là, depuis 35 ans, on vote à gauche. Moi je balaye, parce que la voiture balayeuse oublie de passer. Vous avez l'impression d'être laissé pour compte? Ah oui, alors, bien laissé pour compte même. Bien laissé pour compte. Mais comment? Je sais pas, on ne fait pas de réparation, on attend que ce quartier de la Bastide tombe en ruine pour y faire quelque chose. Vous allez voter pour qui? Chaban ou la Lumière? Non, ben je vais vous le dire carrément, je vais voter pour Madame la Lumière. Bon, tiens pas, parce que non, jusqu'à maintenant, avec Monsieur Chaban-Delmas, nous n'avons eu rien du tout. Dans ce duel, les petites listes d'Adrien Ginca, Bordeaux 2000, et de Jean-Pierre Roche, l'aristocrate libertaire, ne feront pas la différence. Ce dernier pourrait toutefois déranger un scrutin qui paraît joué d'avance. Sachez encore que le Parti communiste internationaliste a réuni aujourd'hui à Paris les candidats figurant sur les 200 listes ouvrières d'unité qu'il soutient aux élections municipales. Enfin, les électeurs des départements d'outre-mer votent aujourd'hui pour élire leurs assemblées régionales. La participation jusqu'ici semble forte. Attentat à la bombe en série hier soir au Pakistan, attentat contre 4 établissements français à Karachi et à Lahore. 12 ressortissants iraniens ont été interpellés aujourd'hui dans la capitale pakistanaise. Ces attentats qui n'ont fait que des dégâts matériels paraissent encore une fois liés à l'aide qu'apporte la France à l'Irak dans son conflit avec l'Iran. Mais les Iraniens agitent aussi les minorités chiites du Pakistan contre la tutelle sunnite. Au nord-est de l'Inde, dans l'état de l'Assam, c'est une véritable guerre civile qui est en train d'ensanglanter les élections législatives. Plus de 1000 immigrants ont été tués depuis vendredi, sans doute par des militants nationalistes qui s'opposent à ce qu'ils participent au scrutin. C'est le 2e massacre en une semaine. Jean-Marc Ilouz. Encore un massacre dans le nord-est de l'Inde, toujours déchiré par les rivalités économiques et religieuses entre autochtones et immigrés. 1000 nouvelles victimes peut-être. L'Assam reste interdit aux journalistes étrangers. Seul témoignage direct, celui de Satish Jacob, journaliste indien et correspondant de la BBC dans la région de Nowgong. Il a compté en 2 endroits différents des centaines de cadavres de musulmans originaires du Bangladesh. Ils ont été massacrés à la machette par une tribu aborigène de la région pour avoir voulu participer aux élections. Les combattants palestiniens de l'OLP disposeront pour s'entraîner des armes les plus modernes dont dispose l'Algérie. Yasser Arafat a révélé cette promesse du président Chadli en visitant le camp militaire de Tébessa où sont cantonnées les forces palestiniennes qui ont choisi l'Algérie après l'évacuation de Beyrouth. À Alger, la réunion du Parlement palestinien s'est poursuivie à huis clos. On attend toujours le discours de clôture de M. Arafat. Au Proche-Orient, Beyrouth sous la neige, 36 morts de froid dans la montagne en 48 heures, mauvais temps exceptionnel en Israël aussi. Jérusalem a demandé le report de la 17e session de négociation avec le Liban prévue pour lundi à Netanya. Négociations qui achoppent toujours sur le problème de la souveraineté libanaise, en particulier au sud Liban, où le gouvernement d'Amin Gemayel refuse notamment l'installation permanente de stations de surveillance israéliennes. Le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui par un vote de continuer à inclure le ministre de la Défense démissionnaire Ariel Sharon dans 2 comités interministériels clés, celui de la Défense et celui des négociations avec le Liban. Un seul ministre a voté contre cette proposition de M. Begin. Une semaine donc après la très grave crise déclenchée par les conclusions de la commission d'enquête israélienne, l'influence d'Ariel Sharon au sein du gouvernement reste intacte. Après la Grande-Bretagne et la Norvège, c'est au tour du Nigeria de baisser le prix de son pétrole, une baisse importante, moins 5,5 $ le baril. Le Nigeria est le premier pays de l'OPEP à annoncer ainsi une baisse officielle des prix de son pétrole et c'est sans doute le début d'une guerre des prix au sein de l'Organisation des pays exportateurs. Revenons-en maintenant à l'actualité sportive de ce dimanche en France et d'abord le tiercé qui s'est couru à Vincennes. À l'arrivée, vous allez les voir.
Le 5, le 15 et le 17, la combinaison gagnante rapporte pour 5 francs dans l'ordre près de 2500 francs, dans un ordre différent, un peu moins de 500 francs. De petits rapports donc. Football, la 25e journée des championnats de France de première division, commencée hier, s'est terminée cet après-midi avec 3 rencontres dont vous allez voir les résultats. Vous allez les voir. Voilà, rien ne va plus donc pour Saint-Étienne, battu sur son terrain par Sochaux. Ça ne va pas fort non plus pour Lyon, écrasé par Nancy. Très bonne affaire en revanche pour le Paris Saint-Germain, qui grâce à ce match nul à Mulhouse, prend la 3e place du classement que voici. Parmi les événements sportifs de cette fin de semaine, un exploit, celui de l'équipe de volley-ball de Cannes, qualifiée pour la poule finale de la Coupe d'Europe. Grâce à une victoire sur les Italiens de Parme et une autre cet après-midi sur les Espagnols de Sonamar, Cannes a réussi à se placer 2e de cette Coupe des clubs champions, derrière le CSK de Moscou. Roger Zabel. Le volley-ball, on le découvre généralement sur la plage. Celle de Cannes est superbe, rien d'étonnant donc si ce club parti il y a 4 ans de seconde division est devenu cet après-midi et pour la première fois dans l'histoire du volley-ball, vice-champion d'Europe. L'équipe de Cannes en rouge est composée en majorité d'internationaux. Son entraîneur n'est autre que l'ancien directeur technique national du volley-ball français, Jean-Marc Buchel, et c'est une référence. Une des originalités de cette équipe, l'Argentin Hugo Conte, 1,98 m et son service smatché. Cela ne marche pas à tous les coups et les Espagnols de Sonamar, après avoir perdu la première manche par 15 points à 10, puis la seconde par 16 points à 14, vont essayer de résister sans trop de conviction aux différentes combinaisons de l'AS Cannes, très nettement supérieures. L'AS Cannes va gagner cette rencontre en remportant le 3e set par 15 points à 12, après les cocoricots ô combien justifiés du football et du basket. Voici ceux du volleyball, comment ne pas s'en féliciter. Si le petit monde du cinéma français se prépare aux Césars, qui seront décernés samedi prochain, le cinéma américain se prépare lui aux Oscars. Parmi les favoris pour l'Oscar d'interprétation dans un mois, Dustin Hoffman pour son personnage dans Tootsie, un personnage de femme en tout cas pendant la moitié du film. Une gageure pour un acteur dont le physique, c'est le moins qu'on puisse dire, se prête peu aux travestis. Grâce à France Roche, vous allez voir comment et par quels artifices un petit homme mal rasé peut devenir une femme charmante. C'est un projet que j'ai eu en tournant Kramer contre Kramer. La féminisation d'un homme poussée un peu plus loin. Et je voulais faire cette expérience en l'étendant. En effet, dans Kramer contre Kramer, Dustin Hoffman jouait un homme divorcé qui peu à peu se substitue à la mère dans toutes ses tâches. Dans Tootsie, c'est un acteur raté, plein de talent, mais arrivant toujours au mauvais moment. On le trouve trop jeune ou trop vieux, trop gai ou trop triste, et un jour il décide de tenter sa chance en jupon. Il devient une star de feuilleton à succès, Mrs. Michaels, et se met, en devenant femme, à mieux comprendre les femmes. Alors j'en ai parlé à Mary Chisgal, et nous cherchions à montrer la totoche qu'il y a dans tout homme. Le maquillage durait 3 heures, et quand je dis maquillage, c'était le visage, la perruque, les costumes. Je portais des bandes élastiques pour tendre la peau. Ma peau en souffrait. Des dermatologues ont dû intervenir. La colle me tirait les yeux et effaçait les rides afin que mon visage soit plus féminin. Le fond de teint était à base de caoutchouc et ma peau ne respirait plus. Je devais me raser à l'eau bouillante tous les matins afin que l'ombre de la barbe n'apparaisse pas. C'est pas confortable. Les soutiens-gorge, les gaines, se raser les jambes, les hauts talons, pourquoi font-elles tout ça?
Si la carrière de Tootsie s'annonce brillante, les problèmes commencent quand le malheureux tombe amoureux de sa partenaire. Ça devait durer 6 semaines. Ça en a duré 16. Cependant, je suis devenu si proche du personnage que si ce maquillage n'avait pas été si pénible, je ne serais pas rentré à la maison. Je me serais promené en femme dans New York pour m'amuser. Okay, Miss Michaels, we're going to do a little camera test now. Yes. Let me have a right profile, camera 1. Camera 3, give me a left profile. What side? Left side. Which way? For your left. What? Is that my left or your left? Wait a minute. What are you talking about? My left. Your left. Miss Michaels, nobody's talking to you. Oh, I'm sorry. I thought you wanted my profile. Not so close on camera 3. Camera 3, back off. I'd like to make her look a little more attractive. How far can you pull back? How do you feel about Cleveland? Knock it off. That's good right there, Herbie. Que ne ferait-on pas pour l'amour du 7e art? Dans notre dernier journal à 23h, c'est de l'homosexualité au cinéma que discuteront France Roche et Hervé Claude à propos du film Partners. Et maintenant, changeons de registre et parlons du temps, Alain Gillot-Pétré. Oui, changeons de registre. Tiens, ça c'est une surprise. Maintenant, c'est moi qui suis à l'envers. On va voir autre chose. Hier, c'était la diapo, maintenant c'est moi. Et je vous assure que je n'étais pas prévenu. Néanmoins, je reprends mes esprits pour vous dire que nous aurons demain un soleil peau de chagrin. Il s'en va, le beau soleil, et les nuages arrivent. Regardez, la photo satellite, elle est très intéressante et elle est à l'endroit, mais oui. Elle est très intéressante car il n'y avait pratiquement pas de nuages cet après-midi sur la France et vous noterez parfaitement ici les neiges des Pyrénées, les neiges des Alpes, les neiges du Jura, les neiges du Massif central, les neiges des Vosges et même si vous regardez bien, on voit ici une petite tache grise, ce sont les neiges qui se trouvent actuellement sur les monts d'Arrée et sur les collines de Normandie. Cela dit, ces nuages vont demain venir se bloquer sur le sud-ouest du pays et ceux-ci vont descendre progressivement par le nord-est en apportant donc de la neige. Voici la carte maintenant, un peu compliquée, mais je vais vous expliquer ça le mieux que je vais pouvoir. Donc du sud de la Bretagne au Roussillon et à l'Aquitaine, les nuages vont devenir assez abondants avec de la pluie ou de la neige à partir de 1200 mètres. De l'autre côté, sur le nord-est, disons au nord de la Seine en Basse-Normandie jusqu'au Jura, progressivement les nuages vont envahir également ces régions, accompagnés d'éclaircies, car ce sera instable, mais de giboulées de neige. Les deux vont se rejoindre en fin de journée, si bien qu'il n'y aura pratiquement plus de soleil sur la France en fin de journée, mais en début et tout au cours de la journée, de la Manche à la Méditerranée, après dissipation des brouillards, ce sera du beau temps. Beau temps de toute façon sur la Corse. Vous avez bien compris? Les températures maintenant. Les températures, alors ça va monter la nuit, ça va baisser le jour. Donc c'est stationnaire. Minimum 1 degré prévu seulement demain à Lille et dans le nord-est. Maximum, vous voyez, de 10 à 14 degrés sur tout le sud de la France, sud-est et sud-ouest. Température tout à fait de saison. Demain, Christine, lundi 21 février, 3 minutes de soleil en plus pour demain, mais 25 minutes de soleil en plus pour toute la semaine. Lever du soleil demain à 7h51, coucher à 18h19. Et on fêtera un Saint-Pierre d'Amiens. Il y en a beaucoup des Saint-Pierre. Et à 23h, donc, notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. À demain, 20h, et très bonne soirée.